Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami, professeur Youssef Cheb. Youssef Cheb, c'est un professeur Université Sorbonne, Paris-Nord, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Nous invitons aujourd'hui professeur Youssef Cheb pour présenter son ouvrage Le conflit du Sahara, histoire, mémoire, diplomatie et révélation inédite. Merci beaucoup, professeur Youssef Cheb, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Comment nous pouvons présenter votre ouvrage sur le conflit du Sahara? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et je vous remercie pour avoir fait référence à mon dernier ouvrage sur le conflit du Sahara, un travail qui m'a demandé 3 années de recherche dans diverses administrations des affaires étrangères en France ou dans les centres de recherche. Et bien entendu, une grande partie a été coécrite avec un éminent conseiller de Sa Majesté, en l'occurrence le professeur Ma'al Aynain, qui m'a permis donc d'aller au-delà de ce qu'a dit l'histoire, au-delà de ce qu'a dit les Nations Unies. On a axé notre travail, notre recherche plutôt sur ce que n'a pas dit la mémoire, ce que n'a pas été dit dans les révélations, dans les salons feutrés de la diplomatie, lors des divers processus de négociation sur ce conflit qui n'a que assez duré, un conflit artificiel et un conflit qui a déchiré l'intégrité de l'Afrique du Nord et du Maghreb et qui a compromis l'avenir du Maghreb et la stabilité dans la région. Pour bien comprendre ce problème, qui est le Sahara occidental, dans la culture générale des non-initiés à ce conflit, ils pensent que c'est un conflit entre le Maroc et les séparatistes du Front du Polisario, mais en réalité, le problème est plus vaste et plus grand, et il implique directement 2 pays voisins que sont le Royaume du Maroc et la République algérienne, qui sont depuis les années 60, sont dans une guerre sans merci, une guerre par procuration pour le leadership en Afrique du Nord. Bien entendu, tous les États ont essayé de concourir à l'issue d'un conflit, d'une solution pacifique, mais on s'en rend compte qu'en réalité, la clé du problème se trouve à Alger et non pas aux Nations Unies. Tout d'abord aussi, il faut rappeler que au-delà de la course au leadership entre l'Algérie et le Maroc, ce conflit s'inscrit de manière plus globale dans les années 70 et 80 dans ce qu'on a appelé la guerre froide. C'est-à-dire que quand vous regardez la carte où se trouve le Sahara occidental, vous vous rendez compte que c'est une position très stratégique et pour le camp soviétique comme pour le clan des démocraties occidentales. Celui qui tient cette région maîtrisera la profondeur stratégique de l'Afrique, la profondeur stratégique de l'Atlantique Sud, et en partant de ces concepts et de ces paradigmes géopolitiques, le conflit a dépassé sa définition initiale qui est la séparation d'une minorité de tribus de Sahraouis recensées à hauteur de 74 000 habitants quand l'Espagne a quitté cette région en 1975. Mais, si vous me permettez, il est important de rebrosser l'histoire de ce conflit pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Tout d'abord, le Maroc a été le seul pays arabe et africain resté indépendant de la tutelle turque et de la tutelle française jusqu'à 1912. Et en 1912, s'est passé un événement particulier, c'était la double colonisation du Maroc. L'Espagne dans le nord, dans le Rif, dans Ceuta et Melilla, qui sont toujours des enclaves espagnoles, dans le sud, c'est-à-dire le Sahara occidental et les îles Canaries, et le reste du Maroc a été sous la colonisation française. Ceci s'est traduit par le premier pas en 1884. 1884, c'est la fin du 19e siècle, où il n'y avait ni Nations Unies, ni Société des Nations, ni d'organismes, ni de règles internationales pour la
le règlement des conflits. C'était la loi du plus fort, la loi des empires coloniaux prédateurs qui ont, si vous voulez, ont partagé le continent africain. Chacun a pris une partie qui lui semble sous sa souveraineté pour dépouiller et piller le continent africain. Et le Maroc, à son tour, n'a pas échappé à ce déterminisme colonial dès lors où la France a colonisé l'Algérie, colonisé la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, et donc il restait cette petite partie d'Afrique du Nord qui est le Maroc, et il fallait trouver une solution pour fragmenter le royaume du Maroc en le coupant de sa profondeur géographique, historique et politique qui est le Sahara, la Mauritanie et le Grand Sahara, y compris une partie du Mali. Et donc, par cette parade, l'Espagne s'est trouvé attribué, on lui a attribué, donc dans le cadre des accords de traité de Berlin, la mainmise sur le Sahara occidental sans aucun statut juridique. L'Espagne avait avancé des arguments fallacieux, notamment la théorie de la terra nullius, c'est-à-dire une terre sans maître, et que les Espagnols s'y sont installés, alors que le Maroc a fait valoir le droit international, ou le droit coutumier qui prévalait depuis le Moyen-Âge sur cette région jusqu'à le traité de Berlin, à savoir les rapports d'allégeance. C'est très important, les mots ont un sens, les rapports d'allégeance qu'avaient formulés régulièrement et durablement les 28 tribus qui peuplaient ce Sahara occidental, que sont les tribus sahraouis, que chaque année, elles présentaient leur allégeance au sultan du Maroc, avant à Marrakech, puis plus tard à Fès et puis plus tard à Rabat. Mais les choses sont restées figées puisque le Maroc n'avait pas la force militaire pour pouvoir libérer ces territoires par la guerre d'indépendance et il a préféré, pour des raisons diverses et variées, un processus de négociation avec les deux forces occupantes. D'abord, il a obtenu son indépendance de la France en 1956. Ensuite, il est rentré dans un processus de négociation et avec l'Espagne et avec la France pour recouvrir son intégrité sur les villes de Tantan, de Sidi Ifni, de Tarfaya, mais la question du Sahara occidental, proprement dit, est restée suspendue. Je rappelle qu'à cette époque, et à la tête de l'Espagne, il y avait une dictature sanglante de général Franco, un des derniers mohicans de la Deuxième Guerre mondiale, allié d'Hitler et de Mussolini. Et donc, il était hors de question pour ce dictateur de renoncer à cette partie du Sahara. Ensuite, le Maroc était dans l'obligation de faire valoir ses droits auprès de la Cour internationale de justice pour trancher ce conflit. Et le verdict de la Cour internationale de justice a été notamment très clair sur 3 points juridiques pour lesquels il a été consulté. À savoir, le premier élément, elle a déconstruit et réfuté l'hypothèse espagnole qui disait que le Sahara est une terra nullius, une terre sans maître, et que cette théorie n'était pas fondée. La deuxième résolution de la Cour internationale de justice confirmait les rapports immuables et intangibles d'allégeance des tribus envers le sultan du royaume du Maroc, mais, et c'est tout là le problème et l'ambiguïté du droit international, la troisième hypothèse était que le Maroc n'avait pas des éléments matériels de souveraineté, c'est-à-dire n'avait pas construit un fort, une administration, un drapeau, prélevé l'impôt, bref, tous les éléments constitutifs de concept de la souveraineté, et dès lors, on est rentré dans une impasse juridique depuis ce verdict rendu par la Cour internationale de justice. Le roi, feu Hassan II, a été obligé de trouver une autre parade, à savoir la fameuse marche verte, où il a lancé 350 000 civils, hommes et femmes, armés du drapeau et du Coran, pour aller vers ces territoires occupés sans diffusion de sang. L'Espagne a été acculée et ne pouvait pas prendre le risque de provoquer une guerre et de tirer sur des civils, et elle a donc
retiré ses troupes et il a laissé ce territoire vacant. Il ne l'a pas restitué au Maroc au sens juridique, mais il a retiré ses troupes et il disait au Maroc, vous pouvez prendre ce territoire et vous vous débrouillez avec et les Sahraouis et les Mauritaniens. Ensuite, en 1976, c'est-à-dire un an après la Marche verte, le roi du Maroc a signé un traité, dit le traité de Madrid, qui donnait les 2/3 ou qui restitue les 2/3 du Sahara occidental au Maroc et là, le 3e tiers à la Mauritanie, pensant ainsi régler le problème. Simplement, l'Algérie de Boumedienne et la Libye du Kadhafi n'ont pas accepté cette solution. Ils ont donc soutenu le fameux Front du Polisario. Ils ont décrété la naissance de la République arabe sahraoui en 1976. Et depuis, le Maroc et le Polisario sont rentrés dans une interminable guerre de tranchées, une sale guerre qui a fait plusieurs morts des deux côtés, des prisonniers, des blessés. Et le statut est resté ainsi jusqu'à 1988, où les forces armées royales ont achevé la construction du mur de défense qui permet de créer une espèce d'étanchéité contre les incursions des milices du Polisario. Les choses sont... Professeur Youssef, oui. Permettez-moi, pour ne pas... Quelques observateurs pensent que la marche verte a été initiée par Hassan Thani. Ce n'est pas par préoccupation, par motivation nationaliste d'unification des territoires, mais ça a été dans une période de crise, d'une volonté de détourner la crise interne avec les coups d'État qui ont traversé le Maroc. Qu'est-ce que vous Absolument. pensez? Absolument, moi je souscris à cette hypothèse qui consiste à ce que le Maroc, après son indépendance, est rentré dans une crise constitutionnelle et institutionnelle très, très profonde entre l'institution monarchique d'un côté et les partis politiques historiques, à savoir le parti de l'Istiqlal et l'ensemble des partis de gauche, qui ont refusé les pleins pouvoirs qui s'est octroyé le roi Hassan II, et les partis politiques sont rentrés dans un interminable conflit politique avec ce qu'on appelle les années de plomb, des arrestations, des déportations, des assassinats comme l'assassinat de Mehdi Ben Barka à Paris, et les choses sont restées ainsi figées. Et donc, ensuite, 1971, 1972, 2 coups d'État militaires successifs qui ont failli renverser le roi et porter atteinte à la stabilité et à la monarchie au Maroc. Donc, compte tenu de vu ce contexte inflammable et instable du front intérieur, de la situation intérieure, bien entendu, le roi Hassan II a pensé que organiser un tel événement avec une telle puissance médiatique, une telle puissance mobilisatrice, il allait contenir la menace intérieure et reverser le Maroc dans une dimension patriotique, nationaliste et détourner donc les problèmes qui couvaient à l'intérieur du Maroc. Et bien entendu, il a touché sur la fibre patriotique et l'ensemble des Marocains, partis, syndicats, population intellectuelle, tout le monde a adhéré et tout le monde a été derrière le souverain marocain, et du coup, les choses se sont inversées. Le problème du Sahara est devenu la cause nationale sacrée numéro 1, l'intégrité territoriale, et donc, par ce biais, Hassan II a pu faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire affaiblir et voire mettre hors du jeu l'opposition politique farouche, et en même temps redonner un nouveau souffle à la monarchie qui était en difficulté en allant jouer sur la fibre patriotique et nationaliste, c'est-à-dire l'indépendance et la réintégration des provinces du Sud au sein du Royaume du Maroc. Oui. Et comment vous expliquez que cette tendance nationaliste dans la gestion de territoire sahraoui et en même temps l'indifférence par rapport à l'autre territoire occupé par l'Espagne, par le Portugal, Ceuta, etc. Comment vous pouvez expliquer ça?
si vous voulez, dans la gouvernance d'un pays, il y a des priorités hiérarchisées. Donc, le roi du Maroc a tort, a raison. Moi, je n'ai pas à me prononcer s'il a raison, s'il a tort, mais j'interpelle et je questionne l'histoire. Et donc, que dit l'histoire? Le Maroc, dans la fin des années 60 et le début des 70, a été un pays qui était profondément installé dans une instabilité avec des risques d'explosion, de coups d'État récurrents, de grèves, d'émeutes, d'instabilité politique. Et donc, même les intellectuels ou les opposants politiques considéraient que la question de Sahara occidental était une question, certes, nationale, mais il peut être différé dans le temps et peut être traité plus tard. Mais d'abord, il faut assainir la situation politique à l'intérieur du Maroc, c'est-à-dire un État démocratique, un État de droit, des institutions, des équilibres de pouvoir entre la monarchie et le gouvernement. Bref, ils étaient aussi imprégnés par la guerre froide, par le discours socialiste, révolutionnaire qui paradait dans le continent latino-américain, dans l'Algérie voisine, bien sûr, en Europe de l'Est. Donc, il y avait beaucoup d'influence sur l'intelligentsia politique marocaine à l'intérieur, qui considérait, à tort ou à raison, je le rappelle, que la question du Sahara est une question de temps. On a patienté depuis 1884 jusqu'à 1975, on pouvait encore attendre, si j'ose dire, le temps, chaque chose en son temps, mais qu'il fallait d'abord assainir ou régler le contexte, l'équilibre politique à l'intérieur. Mais c'était aussi une erreur de ces partis politiques parce qu'ils ont mis deux choses différentes dans la balance. Ils ont mis une crise intérieure que connaissaient tous les pays, que ce soit en Algérie où il y avait le parti unique, ou en Algérie, ou en Tunisie où il y avait le parti de Ben Ali qui s'opposait à d'autres opposants, en Égypte pareil, mais mettre ça d'un côté et en face, il y a une question géopolitique mortelle pour le Maroc à l'époque, à savoir que si les Russes avaient mis un pied dans cette région du monde, le continent africain, l'Afrique du Nord et le Maroc rentraient certainement dans un processus de d'éclatement et de guerre civile. Et donc, éthiquement parlant, la classe politique n'a pas joué le jeu qu'il fallait en essayant de trouver des compromis avec l'institution monarchique, mais pour ce qui est de l'intégrité territoriale du Maroc, il fallait aller vers l'unanimité, vers le consensus. Il n'y a pas de clivage entre les pros ou les contre, il n'y a que des patriotes marocains qui devaient tous normalement être mobilisés derrière leur souverain pour aller libérer ces territoires. Je rappelle quand même, juste pour une information, que la superficie du Sahara occidental est de 266 000 km² et 1500 km de côte. Pour vous donner, cher ami Angelil, une idée, le Sahara occidental, c'est quasiment 2 fois la superficie de la Tunisie. Donc, c'est énorme, c'est un enjeu territorial très important. C'est une région qui recèle des ressources naturelles stratégiques, le phosphate, peut-être d'autres minerais qui couvrent sous les pieds en attendant le règlement définitif, et surtout les 1500 km de côte atlantique avec toutes les richesses halieutiques, tout le potentiel géopolitique pour la conquête de l'Afrique. Bref, c'est une petite région, certes aride, désertique, mais elle recèle un enjeu géopolitique énorme. Et donc, le roi a été conscient de cette cartographie ou de cette géopolitique, bien entendu, soutenue par les Américains, par les Français, par beaucoup de pays de l'Union européenne qui ne pouvaient imaginer une seconde de laisser cette partie du monde tomber entre les mains de Moscou. Professeur Cheb, comment vous pouvez répondre à des accusations envers le Maroc de l'exception de quelques activistes sahraouis, le suivi abusif juridictionnel engagé contre quelques activistes indépendantistes sahraouis, l'inégalité au niveau de développement, corruption qui règne sur le district sahraoui de l'Ayoun, domination abusive de l'armée, absence des services publics et tout. Comment vous pouvez répondre à ces accusations? Alors, je réponds à ces allégations plutôt que d'accusations, parce qu'ils ne sont pas totalement fondés, mais néanmoins, il y a une partie
vrai dans ce que vous avez, à quoi vous avez fait allusion. C'est-à-dire qu'au moment de la marche verte, les Sahraouis combattants sont venus voir le chef d'état-major de l'armée marocaine de l'époque, qui était le général Oufkir, en lui demandant, je cite en arabe, lakum al-kifah wa lana silah, à vous de faire la diplomatie, donnez-nous des armes pour combattre les Espagnols. La réponse de ce général, qui était bien entendu impliqué dans le coup d'État, c'est qu'il les a arrêtés, interpellés, torturés, et finalement, une partie s'est enfuie vers les camps de Tindouf dans le sud-ouest algérien. Il y a aussi, certes, on ne peut pas dire que cette région n'a pas suivi ou n'a pas bénéficié d'un développement. Au contraire, le Maroc a réinjecté, selon les experts des Nations Unies, plus de 60 milliards de dollars en termes d'infrastructures, de construction, d'eau potable. Je rappelle que l'Espagne, quand elle était maîtresse ou qu'elle administrait ces territoires, c'était un territoire vide. Il n'y avait que des points militaires de l'armée, rien, sauf ça, il y avait le no man's land. Par contre, il est clair que la gouvernance de ce territoire est à repenser, elle est à revoir, notamment en matière de développement, en matière de distribution équitable des richesses de la région au profit de la population locale, bien entendu qu'il fallait revoir la question des droits de l'homme qui était posée par des ONG, par les Nations Unies, qui avait des violations des droits de l'homme lors de l'époque du fameux puissant ministre de l'Intérieur, Driss al-Basri, qui considérait que ces séparatistes sont que des voyous et des éléments subversifs et que la répression est la seule réponse. Mais les choses ont quand même radicalement changé avec l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, qui a donné 3 directions, 3 projets majeurs et stratégiques pour la stabilité dans cette région. La première, c'est qu'il a mis le développement humain, le développement des infrastructures, le développement économique au cœur de la stratégie nationale du Maroc, parce que cette région du monde est le trait d'union entre le Maroc et le reste du pays de l'Afrique. Les routes, les aéroports, les ports, les infrastructures, les hôpitaux, beaucoup de choses ont été faites. Deuxième élément, la participation démocratique effective de la population. Je rappelle que dans cette région, il y a dans le Sahara occidental, administrativement parlant, il y a 2 régions administratives, il y a 4 départements, et puis il y a plus d'une vingtaine de communes, sont tous gérés par la population sahraoui, par un processus démocratique. Et enfin, la troisième direction qu'a tracée Sa Majesté Mohamed VI, c'est la prise d'une initiative courageuse qui est aujourd'hui soutenue par l'ensemble de la communauté internationale, à savoir octroyer aux populations locales le statut d'autonomie élargie, très élargie, sous la souveraineté marocaine. Et cette option a été validée par les États-Unis, récemment par l'Espagne, par l'Allemagne. Il y a des fritures et de l'électricité entre la France et le Maroc. La France, pour l'instant, n'est pas prête à valider cette hypothèse. Mais comme vous l'avez dit, globalement, il ne faut pas voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont programmées, mais effectivement, il y avait des parties sombres dans cette région, des corruptions, des détournements de richesses locales, peut-être des persécutions de certains leaders d'opinion. Il est clair qu'on ne peut pas dire que c'est le paradis, mais cette image si noircie ou quand vous avez forcé le trait, le Maroc n'est pas une dictature, le Maroc c'est une démocratie, et donc aujourd'hui ces populations ont le droit de manifester, ont le droit de participer à la vie active politique, d'être éligibles, d'avoir la nationalité marocaine, d'avoir le passeport, de se déplacer librement, de parler librement. Ils ont une chaîne de télévision. Bref, les choses bougent et avancent. Mais tout dépend de la fin du processus politique onusien. Tant que les Nations Unies n'ont pas tranché définitivement dans ce qui allait devenir ce statut, est-ce que c'est la réintégration totale de ces territoires au sein du royaume ou est-ce que cette option n'est pas possible? La deuxième hypothèse, à savoir la séparation et la proclamation de la République
sahraoui arabe démocratique n'est pas possible. Les Nations Unies aujourd'hui poussent l'ensemble des protagonistes, y compris l'Algérie, vers un compromis politique, à savoir le statut d'autonomie élargie sous souveraineté marocaine, avec éventuellement sous la supervision des Nations Unies. Donc les choses aujourd'hui sont bloquées, pas pour des raisons marocaines, pas par le Polisario. La clé du problème est à Alger et non pas à New York. Si l'Algérie retirait son soutien militaire, son soutien politique, son soutien financier, et l'Algérie, comme je l'ai démontré dans ce livre, a fait tout pour laisser, selon la vieille phrase rituelle de Boumedienne, un caillou dans les babouches du Maroc, c'est-à-dire freiner le Maroc, freiner son développement, freiner son élan et laisser les choses pourrir dans cette région du monde, parce que l'Algérie est un redoutable adversaire géopolitique du Maroc dans la région. Et on voit bien aujourd'hui, même après les changements, après Bouteflika, avec le président Tebboune, les choses ne changent pas. L'Algérie ne joue pas ce qui doit jouer comme rôle géopolitique important, à savoir la réunification du Maghreb. On voit bien comment aujourd'hui l'Algérie est indifférente à la crise libyenne qui perdure depuis une dizaine d'années, que l'Algérie joue la carte de la Tunisie, non pas pour aider nos frères tunisiens, mais simplement de manipuler le président actuellement, Kais Saïd, qui est en difficulté, pour faire pression, poussant ainsi la Tunisie à commettre une erreur quand même énorme, à savoir la réception du chef du Polisario à Tunis, ce que n'a jamais fait ni le président Ben Ali, ni les autres présidents. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la question est une question de rivalité entre deux puissances émergentes que sont le Maroc et l'Algérie, et que la solution définitive ne peut passer que par l'implication de l'Algérie dans la solution finale de cette région si instable. Professeur Youssef Cheb, ma dernière question concernant la normalisation. Le Maroc a choisi la normalisation avec Israël pour gagner le soutien israélien et le soutien américain surtout, surtout de l'administration Trump concernant le sujet sahraoui. Beaucoup des observateurs pensent que ça a été une erreur au niveau géostratégique, au niveau technique aussi, puisque Israël, en période de faiblesse, faiblesse économique, politique, etc., en plus de ça, le Maroc a accepté de céder sa autorité islamo-arabe en tant que président de la Commission de Jérusalem. Nous connaissons bien le lien spirituel, le lien moral entre Mohammed al-Khams, le grand-père de Mohammed VI, et le Quds, Jérusalem et tout. Comment vous voyez la situation? Alors, tout d'abord, je me permets de rectifier quelque chose, c'est que les relations ou la normalisation, comme vous l'avez dit, entre le Maroc et Israël ne datent pas des accords d'Abraham. En 2002, je rappelle que le Maroc a ouvert un bureau de liaison à Rabat et un bureau de liaison à Tel Aviv. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Maroc a fait l'analyse suivante. Il n'y a pas de projet et de perspective d'intégration du Maghreb. Le Maghreb, il est né mort. Il n'y a pas d'horizon d'intégration panarabique. La Ligue arabe est enfoncée dans sa crise. Il n'a réglé aucun problème, ni le problème de la Libye, ni du Soudan, ni du Yémen, ni de la Palestine, ni du Liban. Bref, est une impuissance. Donc, le Maroc, dans ce contexte où il n'y a pas d'horizon d'intégration au niveau du Maghreb, au niveau de la Ligue arabe, il lui restait deux options. La conquête de l'Afrique, c'est fait. Maintenant, la normalisation avec Israël me paraît une option stratégique parce que le Maroc a besoin d'alliés américains et israéliens pour sa sécurité nationale, pour attirer des investisseurs très importants dans cette région du monde, pour rechercher des
ressources nouvelles, notamment l'énergie, particulièrement la crise de la Russie de l'Ukraine a démontré l'enjeu énergétique, mais je tiens et je vous remercie de m'avoir donné l'antenne pour dire ceci. Le Maroc, que ce soit le roi, ou le gouvernement, ou les partis, ou les associations, ou les religieux, ou la société civile, ou les intellectuels dont je fais partie, nous sommes pour la normalisation avec Israël à trois conditions non négociables. La première, il ne peut y avoir de relation de normalisation durable avec Israël au détriment de la question palestinienne. Son peuple, son État palestinien libre, indépendant, cet accord, pour moi, n'a pas d'avenir. Il sera aussi enterré. Deuxième Depuis la condition. normalisation, Israël a multiplié les actions d'agression, de colonisation du territoire palestinien, des territoires indépendants, soit. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne parle pas des tensions qui sont cycliques dans cette région. Avant que le Maroc normalise les relations, les choses ont été aussi pires, voire plus cruelles. Deuxième condition, il ne peut y avoir d'avenir pour cette normalisation si on ne règle pas le statut de Jérusalem. Pas de judaïsation de Jérusalem. Jérusalem doit être une case à part dans le processus. Et puis enfin, la troisième conditionnalité pour que cette normalisation soit acceptée par les Marocains dans leur diversité, à savoir que malgré nos différends ou nos conflits avec nos frères et voisins algériens, nous n'autorisons jamais Israël à se servir du Maroc comme une base arrière pour frapper la sécurité, la stabilité de notre voisin algérien. Donc, malgré nos différends, nous sommes très vigilants que cette normalisation doit respecter ces trois clauses. La première, je rappelle, la création d'un État palestinien indépendant vivant en paix et en sécurité à côté d'Israël. Deuxièmement, Jérusalem et notamment Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine et comme partie spirituelle des 1,8 milliard de musulmans. Et enfin, troisièmement, que Israël ne peut et ne pourra jamais se servir du Maroc comme une base arrière pour frapper l'Algérie ou la sécurité algérienne. Le reste, c'est le volet diplomatique, le volet économique, le volet stratégique. Nous sommes pour la normalisation avec Israël. Je rappelle enfin, pour terminer sur cette question, si nous, communauté arabe, communauté musulmane, nous voulons la paix avec Israël, il faut considérer que Israël est un partenaire de paix. Nous n'allons pas négocier avec des fantômes. Il faut bien qu'on négocie avec quelqu'un. Ce quelqu'un, malheureusement, Israël. Israël est une réalité. Israël est un État reconnu depuis 1948. Israël dispose de la bombe atomique. Israël est une réalité. Il ne faut pas qu'on pratique la politique de l'autruche en disant tout ça, c'est pour la consommation intérieure. Tous les pays arabes, et je t'en termine, tous les pays arabes négocient sous la table d'une manière ou d'une autre avec Israël. Donc, nous devons rester vigilants, oui, pour la normalisation, mais pas à n'importe quel prix. Si nous respectons les trois clauses, nous aurons, nous, Marocains en tout cas, les mains propres et la tête haute. Nous ne rentrons dans aucun deal au détriment de nos frères palestiniens, de Jérusalem et de la sécurité de l'Algérie, qui est notre voisin et nos frères, que nous ne pouvons pas mélanger la question du Sahara avec la question de la normalisation. Ce sont deux dossiers différents qui n'ont rien à voir. L'un est géopolitique, l'autre est géostratégique. Et donc, le Maroc a fait le choix d'affirmer qu'il ne peut y avoir… D'ailleurs, le Maroc n'a pas encore ouvert d'ambassade d'Israël à Rabat parce qu'il attend toujours qu'Israël fasse le pas vers la création d'un État palestinien. Merci infiniment. Toujours, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment, professeur Youssef Cheb, notre ami, professeur à l'Université Sorbonne Paris-Nord, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Vous étiez avec nous pour présenter votre ouvrage, Le conflit du Sahara, Histoire, mémoire, diplomatie et révélation inédite. Merci infiniment, professeur, et à la prochaine rencontre. Merci. Merci, cher ami. Merci à vous.